Bienvenue sur le podcast de la SHLMR. Ici, on parle de l'habitat dans le logement social. On donne la parole à ceux qui construisent, qui habitent, qui ont des partenariats avec nous, avec qui on travaille. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important dans le social, puisque c'est l'action sociale. Et aujourd'hui, on accueille Arash Kalatbari, qui va nous parler de la direction de l'action sociale, de ses collaborateurs et du travail qu'il accomplit au sein de la SHLMR. Bonjour Arash. Bonjour Ulrich. Au top. Donc, qui es-tu Arash finalement? Parce que moi je te connais. Je connais un petit peu ce que tu fais dans la vie, en dehors aussi du métier. Mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Brièvement alors. Oui, donc moi je m'appelle Arash Kalatbari, je suis né dans le Moyen-Orient, j'ai grandi à Paris et je suis installé sur l'île connecté à l'île depuis l'an 2000. Ok. Et j'ai la chance, l'honneur d'être en ce moment, d'occuper le poste du directeur du service action sociale de la SHLMR. Je fais aussi un peu de musique, voilà, je traîne avec les gars à la cour, Maloya, l'Inde, le Japon. Alors tu vois, le lien que je fais avec ça, c'est qu'en fait, tu es souvent proche des gens en fait. C'est ça que je veux faire le lien avec. C'est sûr que j'ai un réseau qui va du préfet jusqu'au gars à la cour. voir le SDF. Tu vois, donc c'est quelque chose en fait dans ton métier, je pense, qui est indispensable. Et ça ramène à la question suivante. C'est un capital social. Qu'est-ce que c'est que l'action sociale? Il y en a qui cherchent la richesse et il y en a qui cherchent le capital social, tel que Bourdieu, le sociologue, l'a dit. Et effectivement, les amis, c'est un réseau et c'est une richesse. Ok. Ça aide aussi à résoudre les problèmes de la vie. Yes. Donc, Arash, si tu peux nous développer un petit peu ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé à la SHLMR? Ça peut être très intéressant. Alors moi, je suis architecte à l'origine, façon de parler. Ok. J'ai travaillé pendant 8 ans à peu près dans les banlieues d'Île-de-France, dans des projets de réhabilitation en milieu occupé. Okay. Ça veut dire là, ce qu'on fait, ça veut dire on fait des travaux pendant que les gens sont là, quoi. Donc j'ai visité, je sais pas, des centaines et des centaines de logements en faisant bonjour madame, on rentre monsieur, on rentre chez les gens, on regarde qu'est-ce qu'on fait comme travaux et puis et là bon bah voilà, donc en tant qu'architecte, moi mon travail avant c'était remplacer les sols, voir s'il y a de l'amiante, réparer les fuites, refaire un petit peu un logement et les façades et le groupe d'habitation et la résidentialisation. Donc tout ça j'ai pratiqué pendant quelques années. Et en fait, pour évoquer le sujet du social, et c'est vrai que ce qui moi m'impactait beaucoup psychologiquement, c'était finalement cette rencontre avec toutes ces intimités finalement, parce qu'on voit leurs photos de mariage, on voit quand ils étaient jeunes, chez les gens, voilà, enfin tous ces couples. Tu vois dans leur vie privée. Et cette multitude, il y avait des groupes d'habitation où il y avait, je sais pas, 120 nationalités différentes. En Île-de-France, donc tu voyages, en fait, tu fais d'un étage à l'autre, tu as la Turquie, tu as les Yougoslaves, tu as les Maliens, tu as les Réunionnais, Mauriciens, etc. Donc vraiment déjà une cage d'escalier, c'était presque l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, et la rencontre aussi avec l'histoire des gens, en fait, ce qu'ils vivent, c'est quoi habiter, en fait, c'est quoi une vie dans son intimité. Et en fait, bon, c'est sûr que c'est des territoires avec beaucoup de problématiques sociales. Et c'est ça qui, petit à petit, m'a fait basculer un petit peu vers des réflexions plus sur la sociologie et sur l'action sociale. Et effectivement, quand je suis arrivé à la SHLMR, j'ai commencé en tant que chargé d'op, donc toujours dans la production, façon de parler. Et il se fait que j'ai entamé une thèse en sociologie urbaine, ici à La Réunion. Et petit à petit, les directions qui ont... Bon, j'ai pas dit à personne que je faisais une thèse. Au bout d'un moment, l'ancienne direction m'a dit « Ah bon, tu fais une thèse sur vas-y sur l'action sociale. » Donc, j'ai glissé vers l'action sociale et j'étais coordonnateur politique de la ville pendant
Ça signifie quoi être coordinateur politique de la ville? En fait, j'étais un peu à l'origine de la mise en place du dispositif politique de la ville. C'est des quartiers prioritaires, mais ça, on peut développer un peu plus tard. Et cette négociation que le bailleur avait avec des collectivités dès 2015-2016. Et on a mis ça en place. En 2019, on m'a nommé directeur de l'ensemble du service action sociale qu'on connaît actuellement. Voilà. Et c'est vrai que c'est un basculement entre la réflexion technique vers la réflexion sociale, en fait. Ok. Et en fait, pour être honnête, par exemple, je travaillais dans des quartiers, on va le nommer Goussainville pendant 4 ans, et il y avait énormément de misère sociale. Et nous, en tant qu'architectes, on faisait les isolants, on faisait les sols, on baignait, on refaisait un peu les caves, etc. Et le jour où on partait, en fait, j'avais toujours cette impression d'avoir pas m'être attaqué au problème de fond. D'accord. Et que le fond, pour moi, aujourd'hui, c'est plus dans la dimension action sociale. Enfin, en tout cas, mon utilité. Parce que la technique, c'est facile. On met de l'isolant, on repeint, et puis on dit merci, au revoir. Mais par contre, ce qui fait la spécificité de ces territoires-là, c'est aussi les indicateurs sociaux. Finalement, tu as trouvé, même je dirais plus, pas un métier, mais plus une passion en fait, à travers le social. Tu étais, comme tu dis, dans l'opérationnel ou tu étais dans la technique. Et là, tu as trouvé ce levier en fait du social. Ce qui nous ramène du coup à la question la prochaine question. Vas-y, envoie. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est que l'action sociale à la SHLMR? Dans le logement social, avant de répondre à la SHLMR, parce que la SHLMR, c'est une structure de logement social. En fait, c'est assez simple mon explication. La manière dont le logement social est organisé en France fait que pour avoir droit à un logement social, il faut avoir des indicateurs sociaux un peu spécifiques. En gros, il faut être pauvre, façon de parler. Voilà. Ça veut dire tout le mécanisme de la construction, du financement et des attributions, en fait, fait que mécaniquement, on concentre sur le territoire des personnes ayant des profils sociologique de vulnérabilité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. On aide les personnes finalement. Non, c'est pas ça. Quand tu crées un logement social sur un territoire, tu concentres des personnes qui sont en vulnérabilité sociale. Pour avoir du logement social, tu ne peux pas être riche. Tu n'as pas le droit du logement social. Il y a des plafonds. Il y a des plafonds. Ouais. Donc, en fait, finalement, on crée mécaniquement, même si on parle beaucoup de mixité sociale, etc., mais on n'arrive pas vraiment à faire la mixité sociale. On a des groupes d'habitation aujourd'hui où tu as 67% de familles monoparentales. 73%, c'est des vrais chiffres. 73% de jeunes en état de travailler qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, avec de l'échec scolaire, etc. En fait, les indicateurs sociologiques de nos locataires sont assez homogènes du type vulnérabilité. Ça, c'est un fait sociologique. Et ce qui me ramène au fait de dire quand on est dans le logement social, quand on est dans le métier du logement social, il va falloir aussi qu'on mette en place l'action sociale de proximité. Parce que le public qu'on loge, c'est un public spécifique. C'est très simple. Et effectivement, j'essaie de rationaliser, mettre des indicateurs de mesure, valoriser, organiser ça pour la SHLMR. Donc on a, on va dire, une partie de la population vulnérable, entre guillemets, qui est concentrée dans un périmètre. C'est ça. Et cette action sociale-là que tu pilotes à la SHLMR, elle se traduit comment auprès de ces personnes? Alors, bon, on n'est pas forcément généraliste, façon de parler comme pour Action sociale, on n'est pas de CCAS, on n'a pas cette mission-là, mais pour nos propres locataires, on a mis en place, on a structuré, on va dire, trois fonctions, le service social de la SHLMR. Il y a une fonction qui est vraiment classique, du type accompagnement individuel des locataires. Donc ça, c'est les assistants sociaux, CESF, qui sont dans nos agences. Donc elles plutôt, parce que c'est essentiellement des femmes, font de l'accompagnement individuel. On est gestionnaire de logement, donc on est beaucoup, la majorité de leur mission est liée à la dette des familles. Quand les personnes sont en dette, qu'est-ce qu'on peut amener comme accompagnement, les plans d'apurement, les plans d'apurement, qui fait que la personne a un petit peu de capacité de payer quand le locataire est en dette,
petit à petit, éviter les expulsions. On est vraiment mobilisé, ce service est mobilisé sur l'accès et le maintien dans le logement de nos locataires. Ça, c'est des belles missions parce qu'on ne pense pas forcément que le bailleur social est là pour uniquement, j'entends, tu sais, je suis chargé de communication, je travaille sur les réseaux sociaux, je vois souvent des gens qui disent que on nous utilise comme des vaches à lait, les locataires ils sont là que pour payer, mais en fait pas forcément. Là tu nous prouves là que la mission première, la première branche de l'action sociale, c'est d'aider les gens. Bien sûr, alors pas tous les groupes d'habitat, non, pas tous les gens. Tous les HLM pas tous les bailleurs sociaux ont un service interne. On a la chance, la fierté à la SHLMR d'avoir historiquement gardé un service interne qui est assez étoffé comparé, je pense, même à l'échelle nationale. On doit avoir un service social interne qui est particulièrement outillé, façon de parler. Et c'est vraiment, bon, pour moi, c'est à la fois une fierté et un combat. Mais clairement, c'est valoriser, d'aider les personnes. Non seulement d'aider les personnes, mais au niveau, même en termes de gestion, il y a plein de bailleurs qui disent, écoutez, c'est pas notre mission de faire de l'accompagnement social. Et ça s'entend, je jette pas la pierre. Mais la SHLMR résorbe, façon de parler, absorbe la masse salariale, parce que c'est un coût d'avoir un service social, absorbe ce coût d'une manière stratégique, se positionne en disant, voilà, la SHLMR a ce service social qui est là pour à l'écoute de nos locataires dans les moments difficiles. Et voilà. Donc, on a ces travailleurs sociaux d'un côté. Et depuis 2015, je parlais de 2015 quand j'étais coordonnateur politique de la ville, il y a un autre dispositif national sur lequel on est très impliqué, qui s'appelle la politique de la ville, donc, et qui est en fait qui se résume comme ça. C'est au niveau, la France a toujours une politique sociale liée au territoire en disant, quand il y a des concentrations de pauvreté sur le territoire, on crée un périmètre spécifique. Okay. Avant, ça s'appelait zone urbaine sensible. ZUS. Ça a été effacé en 2015 et aujourd'hui, ça s'appelle quartier prioritaire de la ville. Ok. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui 56, mais globalement, on est autour de 56 quartiers prioritaires sur l'île de la Réunion. Là où le bailleur social a son patrimoine, il bénéficie d'un abattement fiscal, donc ça lui donne un petit monnaie, façon de parler, pour faire de l'action dans les quartiers. C'est le dispositif politique de la ville, avec toutes ces actions qu'on fait. Donc, dans le jargon, ça s'appelle développement social urbain. Et c'est quoi ces actions c'est ça, donc c'est un peu la deuxième fonction la deuxième fonction du service social, c'est qu'on a des agents de développement local, des collègues qui sont sur tout le territoire, et alors c'est un dispositif qui se gère collégialement avec l'État et la collectivité. C'est vraiment un pilotage collégial sur les problématiques d'un quartier, d'un territoire. Ça veut dire des marmailles qui sont oisifs, les problématiques d'insertion, ou les personnes âgées, ou l'aide aux devoirs, ou tout simplement des animations culturelles, etc. C'est pas la SHLMR qui va imposer quelque chose, c'est quelque chose qui est discuté ensemble. Voilà, c'est plutôt dialogue. Ça veut dire, nous, si on vient avec nos besoins, depuis un moment donné, on dit aussi, par exemple, la question des seniors, au niveau national, c'est très peu présent dans les autres sujets. Nous, on a insisté, enfin moi j'en ai fait vraiment un cheval de bataille dans mes interactions avec les politiques, c'est de dire, on a ce sujet en commun, le vieillissement. Par exemple. Le territoire de Saint-Denis est très concerné, le territoire de la ville du Port est très concerné, Saint-Pierre, etc. On a des villes plus ou moins concernées. Et avec les politiques, on se dit, écoutez, c'est un sujet qu'on doit gérer en commun, et les moyens qu'on a, on doit le mutualiser et l'utiliser à bon escient. Donc ça, c'est vraiment la fonction de développement social urbain. Il faut retenir que les travailleurs sociaux, c'est un accompagnement individuel. Le développement local, c'est plus l'échelle quartier, l'échelle des associations, des groupes, etc. Et on a une dernière fonction, pas des moindres, sur laquelle j'y mets beaucoup d'attention, qui est l'insertion par l'économie. Ça veut dire, comme la SHLMR lance des marchés de construction, de réhabilitation,
je crois, dans les 10e donneurs d'ordre sur l'île, hein, en termes d'injection économique, eh ben, on systématise dans nos marchés des clauses qui obligent l'entreprise à prendre des jeunes éloignés de l'emploi. Ça s'appelle l'insertion par économie. Donc, on a 2 collègues aussi qui sont dans le service, qui s'occupent d'accompagnement des jeunes. Donc, vous voyez, on a une belle machine de guerre et on intervient. Bon, alors, on ne peut pas tout résoudre, personne n'a cette prétention-là, mais faut savoir qu'à l'échelle des histoires personnelles, des locataires qu'on rencontre, qu'on accompagne, etc., c'est vraiment c'est d'une grande importance, en fait. Ça veut dire éviter une expulsion, améliorer le cadre de vie d'une personne âgée, gérer tous ces ou accompagner un jeune vers l'emploi. C'est des histoires personnelles extrêmement touchantes. C'est pas que des chiffres. Clairement. On dit on a fait tant d'heures ou tant de machin. Derrière chaque chiffre, il y a une histoire personnelle émouvante. Et bon, voilà, c'est peut-être la spécificité un petit peu du travail social, c'est d'être dans l'interaction avec des humains, quoi, en fait. Ouais, avec bien des sûr. histoires très particulières. Bien sûr. Pas toujours heureuses. Et tu nous avais parlé de ce travail collégial avec la mairie. C'est vrai que moi, avant d'arriver à la SHLMR, tout comme plein de gens, je pense, on ne s'imaginait pas qu'il y aurait, et ça tu l'as dit, c'est à la SHLMR plus spécifiquement, qu'il y ait un service social associé au bailleur. Et souvent, en fait, on fait le rapprochement entre la mairie ou peut-être notre service social à nous. Et c'est quoi la différence finalement entre ce que peut apporter la mairie et ce que peut apporter nous, l'action sociale à la La SHLMR? différence ou la complémentarité? Alors, c'est à toi de me dire. Voilà. C'est-à-dire, nous, on a un lien c'est ça que j'évoquais. Ça veut dire quand on construit du logement social, on a un lien privilégié avec les personnes qui sont dans nos logements. Ce qui ne veut pas dire qu'on est au courant de tout. Mais quand même, on sait la personne qui c'est, on sait ses revenus. En fait, on a des données sur la personne. Et on est quand même en première ligne. Par exemple, on a une personne âgée, on évoque des situations, on a de plus en plus de personnes âgées. Là, on a une personne âgée, 93 ans, elle perd la vue, elle perd l'audition. Petit à petit, elle est en perte cognitive. Elle habite chez nous. Bon, qui doit s'en occuper? Elle est plutôt isolée. Donc, nous, on découvre la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans ces moments-là, la SHLMR, on ne peut pas gérer l'ensemble du parcours de cette personne qui devrait certainement aller en centre médicalisé, etc. Mais par contre, on a quand même le devoir de faire l'alerte. Okay, ouais. Donc, pour répondre à ta question, notre rôle est aussi, puisqu'on est en première ligne d'interaction avec ces personnes, c'est de faire le lien avec l'ensemble des acteurs du territoire pour amener des solutions à ces personnes-là. Nous, pour l'instant, on n'est pas EHPAD, mais ces personnes devront certainement quitter le logement social pour aller vers des structures un peu spécialisées. Donc, c'est au minimum, voilà, c'est un exemple, au minimum, on est lanceur d'alerte et on est en première ligne un petit peu du sujet social. Qu'on essaie de gérer, hein, mais bon, évidemment, on n'est ni médecin, ni psychologue, ni... voilà. Bien sûr. Et c'est toutes des histoires, tu nous as dit, hein, très chargées émotionnellement. C'est des histoires parfois compliquées. Enfin voilà, on a nos idées reçues sur le logement social, c'est la pauvreté. On a peut-être cette idée reçue de la violence dans les quartiers. Toi, c'est quoi ces idées reçues que toi, tu reçois justement en tant que directeur de l'action sociale à la SHLMR et même plus globalement en fait dans le logement social? Il y a plein de niveaux. Ce sujet est très important en fait pour moi. C'est pas question de l'image, mais c'est vraiment la représentation que le territoire a du logement social. Et c'est quelque chose qui évolue. Allez, un peu d'histoire. En France, le logement social est venu résorber des situations de bidonville. Non seulement à La Réunion, mais aussi à Paris. À Paris, il y avait des bidonvilles dans les années 60, etc. Et à l'époque, quand il y a eu cette mobilisation générale pour faire du logement pour tous, des logements avec du confort, avec de l'eau chaude, etc., la première perception de ces logements était extrêmement positive.
Ok, je Bah vois. oui. Comme ici. On apporte une solution. Bah oui, Ouais, puisque tu bien sors sûr. même ici, par exemple, ce qu'on appelle les RHI, les résorptions d'habitat insalubre, il y avait Casantol, il y avait logement insalubre, il n'y avait pas un toilette, il n'y avait pas un rien, Ouais, je vois. etc. Cyclone y arrive d'un coup, voilà. Et ben, l'arrivée des logements sociaux, c'était perçu comme vraiment la modernité. On a l'eau chaude, on a un baignoire, on a des WC dans chaque logement, etc., etc. Ouais. Et petit à petit, cette image s'est un peu dégradée. Ok. Et effectivement, alors là, pour prendre la casquette d'architecte, à l'époque, ces logements-là étaient proposés comme un confort démocratisé. C'était une solution que tout le monde applaudissait. Personne n'avait prévu en avance que ces territoires-là allaient petit à petit se dégrader. Se dégrader pourquoi ? Se dégrader par l'appauvrissement et la paupérisation du peuplement. Ça veut dire, il fut un temps où il y avait les 30 glorieuses en France, on disait, bon, bah, l'économie va redémarrer, les gens ils vont rester un petit peu dans le logement social, après ils vont acheter un pavillon. Et en fait, ce miracle ne s'est pas produit. Et les personnes sont restées parce que l'économie était en difficulté, il y a eu le chômage de masse, etc. Et donc, en fait, le logement social est devenu un lieu qui concentre, ce que j'ai évoqué en premier, qui concentre des indicateurs de vulnérabilité sur le territoire. Ça, c'est un fait sociologique. C'est pas une mauvaise image ou bonne image, c'est un fait. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On doit quand même produire des logements pour tout le monde, pour les plus vulnérables. Et où on n'en fait pas, parce qu'il y a des mairies qui aujourd'hui disent « Ah, moi, je ne veux pas de logement social parce que je ne veux pas de pauvres », façon de parler, hein. Je ne veux pas de problème, parce que sous-entendu, la pauvreté amène le désordre social, ça c'est un sujet sociologique. Est-ce que la pauvreté conduit au désordre social ? Ouais, c'est des vrais sujets. C'est un vrai sujet. Ouais. Ma réponse, il faut autant le dire, c'est jamais automatique. La pauvreté n'amène pas automatiquement du désordre social. Par contre, il y a un lien statistique entre la pauvreté et le désordre social. On ne tombe pas dans le deal si on a de quoi manger, de quoi aller à l'école, etc. On ne tombe pas dans la prostitution si on n'a pas de problème de pauvreté. Donc, il y a un lien statistique entre les activités déviantes, les problématiques, l'échec scolaire, etc. Il y a un lien statistique avec la pauvreté, clairement. Donc, ma proposition, et on va peut-être le réévoquer, c'est qu'au sein des logements sociaux, il faut qu'il y ait une concentration de services pour prendre la main, pour accompagner justement cette vulnérabilité. C'est ça, que s'il y a un message à donner de mon métier, c'est un très beau message, c'est que c'est justement dans ces lieux-là qu'il faut amener du service social. C'est pas là où, voilà. Donc, la différence avec le CCAS ou les acteurs du territoire, c'est qu'eux, ils sont ouverts à l'ensemble des citoyens de la ville. Nous, quand même, on est concentrés essentiellement. On est en direct avec les locataires. 19% des situations sur nos locataires. Mais il faut quand même un petit peu ouvrir ce sujet. Ces locataires-là ne sont pas riches, ont des problématiques, on a des... Vous voyez, c'est ça que ça sert la sociologie. Tu fais des indicateurs sociologiques d'un peuplement d'un groupe, et ben là, ça te dit. Je sais pas, j'ai un groupe d'habitation, j'ai 210 enfants de moins de 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est énorme. C'est énorme. Ou j'ai, par exemple... Parce que généralement, dans un groupe d'habitation, il y a combien de logements, finalement ? Ça varie, mais on est entre, je sais pas, 40, 60, 80, toujours un petit peu moins de 100. Mais sur en moyenne, un groupe de 40 logements, on a des indicateurs comme ça. On est en train de réhabiliter un groupe d'habitation dans le cadre de la rénovation urbaine qui s'appelle Bouvet. 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. 46% sont âgés, dont 27% sont déclarés handicapés. Ils ne sont pas arrivés handicapés, ils sont déclarés handicapés par l'âge. Vous voyez ? Donc là, en 2 secondes, je suis en train de dire, ce groupe d'habitation, tu passes devant, tu vois juste le bâtiment. Et en fait, quand tu fais une analyse sociologique, tu vois ces indicateurs-là. Donc face à ça, on fait quoi ? Ces personnes vont rester dans nos logements pour longtemps. Et je peux, en tant que bailleur, dire, ah bah, c'est pas mon job, c'est aller chercher les acteurs sociaux. La SHLMR a décidé d'avoir quand même des réponses qui ne sont pas exhaustives,
mais qui vont quand même pouvoir améliorer le cadre de centaines et de centaines de locataires. Clairement. Et il y a ces actions, il y a certaines actions comme ça qui te viennent à l'esprit, des exemples d'actions. Moi, j'ai le cyclone, par exemple, c'était un sujet fort là en ce début d'année. Et l'action sociale a été présente en fait pour reloger des personnes qui avaient connu des conséquences terribles après le cyclone. Est-ce que tu peux nous parler de ce genre d'actions-là Alors là, pour le coup, en temps de crise, l'action sociale montre toute sa valeur ajoutée, effectivement, de soutenir, d'écouter, de reloger, d'aider les personnes. Alors, quand il y a eu le cyclone, par exemple, il faut dire aussi une chose, hein, faut être humble. On ne sait pas ce qui se passe dans l'ensemble de logement. Donc, il y a des moments comme ça, il y a des occasions où on fait toc-toc, on ouvre la porte et là, d'un coup, on découvre des situations vraiment difficiles. Parfois, bien sûr. Là, je vous ai parlé de la dame à 91 ans. On a des personnes qui sont en perte cognitive, ça s'appelle le syndrome de Diogène, où l'appartement est insalubre. Pas par des problèmes techniques, par la manière où la personne gère son logement. Et cette personne-là doit être suivie. On en a beaucoup, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a une telle distance, c'est pour ça que moi, il y a une telle distance entre les chiffres, entre les tableaux, on dit 30% de ça, et les vraies histoires quand tu ouvres une porte. Et comment ça se passe justement ? Tu rentres dans le monde, l'intimité de ces vulnérabilités. Donc là, pour revenir au cyclone, il y avait des personnes une dame qui a un début d'Alzheimer, un autre monsieur en chaise roulante, et ils ont été victimes d'un phénomène cyclonique très très difficile où l'eau est montée jusqu'au-dessus du frigo en quelques minutes. Donc déjà, solidarité des voisins, ils se sont entraidés, ça c'est plus que remarquable. Et nous, d'un coup, on ne connaissait pas cette dame. Si elle venait pas vers nous, s'il n'était pas venu vers nous avant, on ne peut pas connaître l'ensemble des locataires. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut rester humble dans notre valorisation, entre guillemets, mais à partir du moment qu'il y a contact, on fait quelque chose. Dès que la personne est identifiée, qu'on connaît sa situation, on laisse pas tomber. Donc, il y a des personnes, je ne sais pas, il y avait des cas, il y a une situation d'une jeune maman, ses enfants étaient placés, tous ses enfants étaient placés, elle avait 27 000 € de dette. Donc là, c'est énorme. C'est expulsion. Forcément, on était au bord de l'expulsion. J'en parle parce que c'est des cas d'école. Mais dans l'accompagnement qu'on a pu apporter, on a réussi à la rattraper. Mais la rattraper, ce n'est pas juste madame signe le plan d'appurement. La rattraper, c'est presque un acte psychologique. C'est un accompagnement psychologique. Il faut être à l'écoute. Il faut construire un lien de confiance. Et c'est tous ces aspects-là qu'en fait, on ne voit pas. À la fin de l'année, moi, je fais un rapport, on me dit tant de suivi. Voilà, ça dure 2 secondes en conseil d'administration. Mais ces milliers de suivis, c'est autant de situations personnelles extrêmement complexes. Parce qu'accompagner quelqu'un, c'est pas ça se fait pas en claquant des doigts. Exactement. C'est pas madame paye, ça marche pas comme ça. Tu dois prendre en considération le passif de la personne. Oui, et puis vraiment créer un lien social de confiance pour que la personne dise il est bien, la personne en face de moi est bienveillante. Et ce lien de confiance, par exemple avec les personnes âgées, c'est du temps. C'est pas tout le monde qui arrive. Donc on est dans des sujets qui sont parfois un peu difficiles à mesurer, mais le sujet du vieillissement, je l'évoque beaucoup, mais clairement, ça nous a amené à définir une stratégie senior qui aujourd'hui dépasse largement le service social, qui est vraiment tout l'ensemble des collègues se l'approprient, mais le territoire, vous voyez les stratégies. La stratégie sociale vient des besoins du territoire. Il y a vieillissement, cette population est dans une situation de pauvreté, ils habitent chez nous, et ils habitent chez nous pour des années. Et biologiquement, quand on parle de sujet, on est en train de parler biologiquement, on va devenir de plus en plus vulnérable, on va perdre l'autonomie. Donc, ça, c'est vraiment le défi du maintien à domicile de ces personnes. Aujourd'hui, le territoire a très peu d'offres pour le vieillissement. Il n'y a pas assez d'EHPAD. Nous, on a déjà rien que nous, on a 7500 personnes plus de 75 ans. Plus de 70 ans, pardon. Donc, cette population-là, elle va rester chez nous. Elle va vieillir chez nous.
dans des logements où il n'y a pas toujours des ascenseurs, c'est toujours pas adapté, etc. Donc, au-delà on a attaqué ce sujet de front, on aménage les salles de bain, mais pas que, c'est pas que technique, mais on s'occupe aussi d'ouvrir les droits des personnes âgées. Ça, c'est un sujet important. Le non-recours aux droits des personnes âgées. Et ça, ouais, c'est vrai que ça vient en parallèle avec un autre organisme que tu pilotes aussi. Avec APES, mais APES, voilà, c'est une extension, c'est une structure qu'on a créée pour aller chercher encore plus de financement, encore plus de moyens. Mais c'est vrai que, ou faire de l'innovation sociale. Alors la question du non-recours au droit est très intéressante. Par exemple, bon, c'est aussi un peu s'envoyer des fleurs, hein, parce qu'il y a quelques années, quand on a évoqué le sujet, tout le monde disait vous substituez au droit commun, c'est pas votre sujet, etc. Aujourd'hui, 4 ans après, l'ensemble, moi, dans mes interactions avec l'ensemble des bailleurs sociaux, même de métropole, tout le monde est alerté sur la question du non-recours au droit. Qu'est-ce que c'est ? Alors justement, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que c'est le non-recours au droit ? C'est-à-dire, j'ai des droits, le droit commun me donne des disponibilités, des dispositifs dont je ne suis pas au courant, ou pour X raisons, je ne vais pas l'activer. Je m'explique. Une personne âgée de plus de 67 ans en France a droit à 1 100 € pour vivre. C'est comme un RSA. Okay, c'est le minimum vieillesse. Okay. À La Réunion, très peu de gens sont au courant. Pour aller l'activer, il faut aller sur Internet, mais ils ne gagnent pas. Ouais, bah oui. Ils ne gagnent pas à lire, mais ils ne gagnent pas naviguer sur Internet, mais ils gagnent peut-être parfois pas l'accès à Internet. Même. Mais bien sûr, on n'a pas accès, on a juste un téléphone. Donc, ou il n'est pas au courant. Une fracture du digital aussi. Fracture digitale, fracture de l'illettrisme, et puis ne pas être au courant. Donc, il y a, moi, rapidement, depuis le Covid, là, j'étais alerté, on a pris la mesure que énormément de locataires âgés vivent avec 500 €, 400 €. Ils payent le loyer, mais ils ne mangent pas à leur faim. J'en ai rencontré. Il dit, moi, je mijote à la fin du mois. Et voilà. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est dans nos groupes d'habitation. Là, en sortant, on les croise, ces personnes-là. Ouais. Et donc, ça m'a énormément alerté sur cette question du non-recours au droit. Donc, on a commencé à créer des actions pour y répondre, dont les conciergeries qui sont portées, effectivement, dont le projet a été écrit par APES Océan Indien, qui est cette structure que tu as évoquée, c'est un plus qu'on a créé pour aller. Et donc, on a ouvert 2 lieux, par exemple, un des lieux, c'est dans le groupe d'habitation que j'ai évoqué, 80% sous le seuil de la pauvreté, vieillissement, etc. C'est à Bouvet, c'est ça ? À Bouvet. Et sur 3 années, on a bâtiment de la SH les Mers. Bâtiment de la SH les Mers. Donc, on a ouvert un lieu qui était quand même ouvert à tous. Hein, même la SIDR est venue. Donc, on n'aide pas forcément que les locataires de chez nous. Moi, je ne voulais pas qu'on dise, Wabit SIDR vient pas, etc. Donc, c'était ouvert essentiellement pour nos locataires et aussi les locataires de la CEDRE, qui est notre partenaire sur ce sujet, à Plateau-Caillou. Et on s'est penché sur cette question. On a commencé à ouvrir les droits, mais pas orienter. Parce que beaucoup d'acteurs sociaux, par exemple. Ils se renvoient la balle. Non seulement ils se renvoient la balle, mais ils viennent, par exemple, avec un tourbus, ils donnent des flyers en disant, voilà, madame, faut aux autres, tu fais ça. Mais faire ça, c'est très compliqué. L'action concrète, en fait, d'ouvrir... Ouvrir les droits concrètement, ça nous prend 8 mois. Ah ouais. Pendant 8 mois, il faut scanner des nouveaux documents, mettre à jour, aller naviguer, avoir un mot de passe. Il n'a un tagramme où il ne fait pas ça. Clairement. Voilà. Clairement. Donc, et ils vivent avec en dessous de leurs droits. Donc, c'est ça le non-recours au droit. Donc, on a peut-être ouvert plusieurs centaines, on doit être autour de 400, 500 sur les 2 sites. Droit ouvert vraiment. C'est-à-dire la personne avec 400, 500 € passait à 1 000 €. C'est-à-dire les larmes ont coulé. Il y a un tas de situations comme ça. Allez, pendant cette durée-là, de 8 mois qui dure l'ouverture des droits, on a sollicité autour de 320 colis alimentaires. Ça veut dire le travailleur social, en regardant la situation de la personne qu'on était en train d'accompagner, dit mais là il faut des colis alimentaires. Donc c'est ça la situation de nos personnes âgées. Pas tout le monde, heureusement, mais une bonne partie vivent vraiment dans une situation non seulement de perte d'autonomie, non seulement d'isolement, mais aussi de pauvreté. Donc on s'est positionné sur ce sujet et j'en suis ravi. Et aujourd'hui,
ça fait partie un petit peu des stratégies majeures de la SHLM. Ce qui est fou, c'est qu'on a parlé de plein d'exemples de situations que peuvent vivre nos locataires et comment, du coup, l'action sociale répond par de l'accompagnement, par de l'écoute auprès de ces locataires-là. Et j'ai compris aussi que tu as su voir à une période que le vieillissement, c'était un sujet qui allait se développer, qu'on aurait eu besoin d'y répondre progressivement. Et justement, je fais le lien avec notre dernière question, c'est comment est-ce que tu vois l'avenir en fait de l'action sociale? Pas seulement d'un sujet précis comme le vieillissement, puisqu'on en a parlé, mais dans son ensemble. Malheureusement, je ne vois pas de signaux qui, d'un seul coup, va faire une révolution économique qui va faire que d'un coup, tout le monde va devenir riche. Je vois plutôt des signaux contraires. C'est-à-dire là, clairement, en ce moment, on a de nouveau des indicateurs un peu de... Bon, déjà, il n'y a pas de logement. Donc, il y a une tension sociale qui monte vraiment sur le terrain sur la question des besoins de logement. Le vieillissement, c'est un sujet majeur puisque c'est quelque chose qu'on fait sur une décennie. C'est à ça que ça sert la sociologie. C'est de, par exemple, l'INSEE fait des prévisions en disant d'ici 2035, 2030, il y aura tant de personnes âgées. On est autour de 30, 33, 35% de personnes de la société réunie. La question du chômage des jeunes qu'on n'a pas évoqué, c'est un autre sujet. La Réunion n'offre pas assez d'emplois à ces jeunes, n'a pas une économie suffisante pour... voilà. Donc, je ne vois pas malheureusement des signaux qui... Pas non plus de dégradation catastrophique, mais pas non plus de révolution qui fait que d'un coup, les problématiques vont être résolues. Donc, il y a un futur pour l'action sociale, ça c'est sûr. À cela se rajoute l'intelligence artificielle qui va libérer beaucoup de postes. Donc, j'appelle de mes voeux que nos collègues du bureau puissent venir plus dans des actions empathiques de terrain et de lien social, parce que l'IA ne va pas remplacer le lien social, en tout cas, ça c'est sûr. Et on n'y est pas avec des robots japonais qui vont faire... mais je ne suis pas contre, au contraire. Le contact humain reste très important. Le contact, l'écoute reste très important. Et clairement, moi, c'est un combat pour moi, vraiment, d'insister sur le fait que quand on a une activité de logeur social, on se doit d'avoir au minimum du service social. En fait, on a cette proximité qui fait qu'on a une mission. Bon, après, il faut avoir les moyens financiers, mais on a une mission pour accompagner ces personnes. Sans ça, il n'y a pas de... Voilà, on est dans une fracture sociale qui va s'aggraver, etc. Pour toi, Arash, toutes ces actions que vous réalisez au sein de la SHLMR dans nos quartiers, dans nos résidences, quel est ce coût-là? Quelle est la mesure en fait de ces actions à travers l'action sociale? C'est un sujet très, très, très important et intéressant, puisque effectivement, dans l'action sociale, c'est structurel. Quand je dis structurel, dans la sociologie, c'est très difficile de faire la mesure en fait, particulièrement économique. Il y a des disciplines scientifiques où c'est facile de mesurer, mais la sociologie reste, parce que c'est de la science humaine, assez difficile à rationaliser, à mesurer. Mais on a fait un exercice assez innovant qu'il faut souligner il y a quelques années, où justement, pour mesurer l'impact de l'action sociale, on a mené une étude sous le jargon des coûts évités. Des coûts évités, COUT. Et en fait, c'est une approche très, très intéressante et plutôt innovante. J'avoue que... une fois que je vais l'expliquer, tu vas te dire, mais c'est évident. Mais sauf que le bureau d'études avec qui on a fait m'a dit qu'il y a eu une seule fois dans son parcours où la ville de Rennes avait fait un peu l'exercice. Donc on a été un peu au niveau national le bailleur, un peu quand même, parce que il y a eu beaucoup d'impact de cette étude au niveau national. Moi, j'estime que cette approche-là est d'intérêt général, donc j'ai pas mal diffusé. Mais il y a eu un énormément d'intérêt dans le milieu professionnel sur cette étude que je vais expliquer. En fait, pour mesurer l'impact économique de l'accompagnement social, au lieu de mesurer le coût
de l'intervention, on compare ce coût, le temps passé, le financement mis, à l'absence, à un scénario d'absence de cet accompagnement social. Je m'explique. Oui. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est cette anecdote qui m'a lancé sur cette étude. En Île-de-France, vous savez qu'aujourd'hui, le logement est un droit constitutionnel. C'est-à-dire l'État est obligé, est dans l'obligation de loger les personnes qui sont à la rue, etc. Une jeune fille avec 2 enfants, pour une dette de 5 000 € chez un bailleur social en Île-de-France, s'est fait expulser. Le bailleur, il clôt le dossier autour de 5 000 €, elle est remise en état, etc. En fait, cette jeune fille avec ses 2 enfants ont coûté 86 000 € aux autres acteurs. Dans les nuitées d'hôtel, dans l'accompagnement social, le temps qu'elle retrouve un nouveau logement, etc. Ça a duré presque 9-10 mois. Et ces 9-10 mois ont coûté 86 000 €. D'accord, je vois où tu à la préfecture, voilà, exactement. Donc c'est l'absence. Et voilà. Et donc personne ne mesurait comme ça l'action sociale d'une manière préventive. Et en fait, en comparant des scénarios, en estimant le coût de chaque scénario, en les mettant ensemble, c'est une méthode qui s'appelle SROI, Social Return on Investment. Ça veut dire qu'il compare un petit peu des scénarios financiers. Donc, on a fait l'exercice ici à La Réunion sur le maintien à domicile de personnes âgées, sur la gestion de la dette locative. On évite des expulsions, en fait. Quand on maintient une personne dans son logement. Qui aurait pu réitérer. Et donc, non seulement, ça veut dire une expulsion n'est pas gratuite. Une expulsion coûte au service de l'État, à la SHLMR, à la justice. Et à d'autres institutions. Ça veut dire, au lieu de calculer chacun sa caisse, si tu élargis le regard sur le coût global d'un parcours de difficultés sociales, ça a un coût. Et c'est ça qu'on doit faire, en fait. Et on s'est rendu compte qu'en évitant des expulsions, on est autour des chiffres hallucinants. Je parle de la SHLMR. Parce qu'on est autour de 4 000 dossiers d'endettement dans l'année qui sont accompagnés pour très peu d'expulsions. Mais si ces 4 000 devaient être expulsés, la préfecture, le département de La Réunion devrait supporter des coûts autour de 48 millions d'euros par an. Ah ouais. C'est énorme. C'est ça les coûts évités. Donc le titre de l'étude prend tout son sens avec l'exemple du maintien à domicile, c'est que par exemple un maintien à domicile en 2023, ça veut dire on fait les salles de bain, on fait les travaux autour de 4-5 000 €, on ouvre le droit de la personne, on favorise son maintien à domicile, etc. Si cette personne n'avait pas ce service-là, elle devrait aller dans une EHPAD qui coûte 38 000 €. Donc 8 000 € comparé à 38 000 €. Et tu multiplies par le nombre de gens. Donc on est vraiment en train de faire, l'action sociale fait faire des économies majeures au territoire. Et ça, une fois que je t'ai expliqué, tu trouves que c'est évident? Bah oui, quand tu expliques c'est évident, mais on ne s'imagine pas forcément. Moi, franchement, honnêtement, à mon niveau, à ma réflexion, je me suis dit, mais bon Dieu, mais comment ça se fait que ce n'est pas généralisé et que l'État, les services de l'État ne font pas ce type de calcul en disant, si j'investis dans l'accompagnement social, en fait, je fais des économies énormes. Et donc, on laisse les situations se dégrader et une fois que ça se dégrade, ça coûte bien plus cher. Autant tu fais des économies sur les institutions puisque tu accompagnes les gens et autant tu rends le sourire à une personne. J'ai même pas parlé des bienfaits psychologiques de la personne que tu accompagnes. Là, on est vraiment en train de parler d'économie. Et une insertion, par exemple, il y avait un cas d'un jeune qui était en expulsion. Une expulsion, on l'a estimé à 35 000 €. Juste l'expulsion. Les actes notariales, après. On ne compte pas le après, finalement. Après, la personne aurait dû être SDF, accompagnée par le département, par l'État. Tous les coûts supplémentaires. Et cette personne a été accompagnée, alors c'est un peu un cas exceptionnel, a été accompagné autour de, 800 € par nos équipes pour avoir un emploi. Il a eu son emploi, c'est un jeune garçon. Super. Il a eu un emploi, il a même basculé en CDI, la classe. 600 € d'accompagnement a fait éviter 35 000 € au minimum. Au minimum, c'est ça. Du coût d'une situation sociale. Et ça, ça a fait un peu l'effet d'une bombe. Moi, je dois être à mon 15e webinaire au niveau national où
les gens sont intéressés sur « Ah bon, vous avez fait ça, cet exercice-là ». Et tant que les services sociaux ne font pas ce type de calcul, tu passes pour on fait un cadeau aux gens, en fait, on a mis un service empathique qui est là, qui s'occupe. Non, en fait, l'action sociale, c'est structurellement maintient une cohésion sociale dont une étude économique peut prouver que l'ordre social, ça veut dire le maintien d'une cohésion sociale, est bien moins coûteux que de ramasser les effets d'un désordre social. Donc voilà, on a pu prouver aussi que voilà. Donc c'est bien, on est un peu à la fois dans l'action sociale et aussi dans la réflexion. Moi, ça me tient à cœur de amener aussi des études d'impact et essayer de valoriser un petit peu le service. Donc, si je peux bien résumer tout ça, puisqu'on a abordé beaucoup de sujets ensemble, on a une situation sociale qui continue en fait finalement de s'aggraver petit à petit. Donc, l'importance en fait d'un service social qui est ancré et qui se développe finalement. Et tous ces enjeux en fait autour du social, le vieillissement, l'insécurité, l'emploi, l'insertion, enfin voilà, tous les sujets qu'on a abordés qui seront encore des sujets pour demain finalement. Donc, alors, non seulement ça, alors tiens, je vais en profiter parce que comme moi de temps en temps je donne des cours, à chaque fois on me pose la question, j'aime bien placer toujours ce titre. Vas-y, je t'en prie. On me pose la question, mais combien de fois il faut faire l'action sociale ou par exemple, même au niveau politique, on dit, mais on a injecté déjà des milliards dans ces quartiers-là, combien de fois, voilà, il y a toujours des révoltes, ça ne va toujours pas, etc., etc. Moi, j'ai une question, en fait. C'est que combien de fois, déjà toi, combien de fois tu as rangé ta chambre? Je compte même plus. Tous les jours. Bah oui, en fait, tu ranges. Et tu reviens du boulot. Minutes après, 5 minutes après, déjà, c'est le bordel. 5 minutes après, il faut que je range. Tu reviens, tes trucs, tu as appelé, tu as enlevé tes chaussettes, tu as enlevé tes chaussures, c'est le bordel, et le lendemain, tu ranges. Et bien, l'action sociale, pour moi, ça devrait être ça. Ça veut dire c'est un effort constant pour éviter le désordre. C'est ça qu'on fait. On ne se pose pas la question combien de fois on range notre chambre. Et ben, on ne devrait pas se la poser pour l'action sociale. L'action sociale, elle est là. Et c'est une action réparatrice. C'est une dynamique constante. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Malheureusement, effectivement, c'est toujours la SHLMR qui supporte ce coût du service social. Les acteurs, les autres partenaires qui nous ont financés, par exemple, pour cette étude, en voyant les résultats, ne sont pas venus me voir en disant « Ah, c'est super ce que vous faites, tenez un peu de financement ». Donc, mon autre combat quotidien, c'est essayer de toujours aller chercher des financements pour l'action sociale. Et à défaut, en fait, dans le monde idéal, l'État devrait reconnaître ce rôle-là aux bailleurs sociaux, de l'accompagnement social, les aider à ça, c'est mon idéal, les aider à structurer ce service-là et les financer. Et les financer pour que cet accompagnement puisse se faire d'une manière rationalisée et acquise, et non pas en bricolant. Je pense que tu as bien conclu notre interview d'aujourd'hui, même si elle a duré un petit peu plus longtemps qu'on aurait prévu. Pour résumer tout ça, l'action sociale, ça a une place importante, tellement importante finalement chez nous. Clairement, je sais très bien, je suis pas quelqu'un qui rêve. J'ai des projets, mais je suis pas idéaliste en fait. Merci Arash pour ton témoignage. On voit mieux à travers tes yeux l'action sociale. Et je te remercie pour ce partage-là. N'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis, à partager aussi le podcast. On va continuer avec le prochain épisode très bientôt. Donc merci encore Arash. Merci à toi, vous êtes très bon. Ah merci, c'est gentil, toi aussi. Mais toi, j'en doutais pas. Toi non plus. À très bientôt.